Non, par exemple, on ne parle pas souvent, mais par exemple, les enfants sont difficilement inclus dans la société, quoi, en vrai. J'essaie de générer des stickers de super-héros. Des petits, des gros, des maigres, des femmes, des hommes, et pas que des gens baraqués. Et je te le disais la dernière fois, et impossible. L'IA ne me sortait que femmes comme hommes, des super-héros très sexualisés, des hommes avec les tablettes de chocolat ultra musclés, des nanas dans des costumes ultra moulants, très sexualisés. Et d'où après j'ai fait un doctorat spécialisé en computational neuroscience. Donc bien qu'il y ait plus de femmes dans ce type de métier-là, et ben elles sont moins représentées. Tu t'en sers de ce truc-là, donc parfois je vais le refaire. Salut Laura. Salut, merci beaucoup d'avoir répondu positivement à cette invitation. Merci à toi de nous avoir été. Alors je vais te réexpliquer un petit peu, comme je te le disais juste avant l'enregistrement, le principe du podcast. Comme ça, si grâce à toi on a des nouveaux auditeurs, ils comprendront comment ça fonctionne. Écoute, avec toi, une fois n'est pas coutume, on va rentrer peut-être un peu plus en profondeur dans un des sujets autour de l'AI aujourd'hui. Je ne vais pas trop teaser, tu vas nous en dire un peu plus, mais on va dire que tu as un profil plus scientifique que les gens que je suis souvent habitué à recevoir, qui viennent plutôt du monde de l'entrepreneuriat, même si ça te connaît aussi. Je vais donc profiter, toujours le triple Jérémy, 3 pour le prix d'un. Je me mettrai d'abord plutôt dans la peau d'un enfant de 8-10 ans, ensuite d'un ado, et puis ensuite d'un adulte que je suis pour te poser des questions autour des biais et de l'intelligence artificielle, puisque c'est notre question du jour. Je vais te la poser dans 2 secondes, mais est-ce que ça te convient déjà comme programme ? Ah oui, totalement. Oui, parce que du coup, moi, je suis chercheuse en neurosciences à la base. Et donc, comme tu as dit, je viens d'un profil très scientifique, très recherche, très public au final. Et à la fin, toutes les limitations du public, non, ça a du mal à aller jusqu'au consommateur, non, aussi bien dans la santé que dans n'importe quelle filière, non. Et donc, du coup, après ma recherche, après mes années de recherche en neurosciences pure et dure, mais au final, neurosciences, c'était aussi sciences cognitives. Et au final, les sciences cognitives, c'est totalement la base de l'intelligence artificielle. Sauf qu'à l'époque, si tu disais sciences cognitives, personne comprenait ce que tu faisais, quoi. Et donc, du coup, oui, c'est pour ça aussi, après, je me suis spécialisée en neurosciences parce qu'au moins, ça te donnait un nom, quoi. Tu vois, ça donnait... Les gens, ils comprennent neurosciences, ils comprenaient les neurosciences. On comprend pas ce que c'est, mais c'est classe. Voilà. Ils comprennent au moins que c'est le cerveau, quelque chose et tout. Sciences cognitives, personne ne comprenait. Alors que c'est vraiment la base, en fait, maintenant, de l'intelligence artificielle. Et d'où, après, j'ai fait un doctorat spécialisé en computational neuroscience. Donc, vraiment, en fait, l'intelligence artificielle, quoi, comment on l'appelle de nos jours. Et après, donc, comme tu as dit, j'ai suivi un chemin un peu plus entrepreneurship. Donc maintenant, je fais partie d'une start-up qui se dit She.AI. Et dans cette start-up, donc à vocation privée, hein, bien sûr, on aimerait aussi ouvrir un labo de recherche à l'intérieur de cette start-up, que ce soit justement public-privé, quoi. Et donc, bien sûr, dans tout ce qui est de l'intelligence artificielle et comment ça fonctionne et tout, il est primordial de comprendre l'humain derrière, parce qu'en fait, l'intelligence artificielle, c'est déjà d'une. Qu'est-ce que l'intelligence ? Qu'est-ce que artificiellement ? Comment on peut reproduire une intelligence artificielle si on ne sait même pas définir l'intelligence ? Ouais. Et là, d'une, quel modèle on utilise pour recréer cette intelligence, non ? Et qu'est-ce que ça prend en compte, non ? Donc, comme tout modèle informatique et ses limites. Et donc, déjà, d'une, c'est exceptionnel de voir que un si hot topic comme l'intelligence artificielle n'a pas eu de définition jusqu'en 2024 par l'Union européenne, qui a décidé, donc maintenant, on va poser une définition en 2024 à AI Act à Paris, d'ailleurs. 2 ans après que ChatGPT soit mis dans les mains de tout le monde, quoi. Et encore, la définition et même le nom intelligence artificielle fait encore aujourd'hui débat. Ah oui. J'ai eu cette discussion hyper intéressante avec Luc Julia il y a quelques mois. Oui. Ok, trop bien. Ouais, on le disait en intro, mais c'est ça, moi, qui me rendait très impatient de cette discussion. C'est finalement
je trouve ta double casquette de chercheur, doctorante, scientifique, on va dire. Tu viens un peu, pour moi, ça m'intimide presque. De la Tu vraie... 1m55. La vraie IA, la vraie intelligence artificielle, finalement. Et donc, ça va être intéressant. Donc, lorsqu'on a discuté l'autre jour, assez naturellement, sans faire exprès, notre discussion a dérivé sur les biais de l'intelligence artificielle. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit que ce serait un sujet intéressant à aborder. Et donc, je vais te poser officiellement la question. Laura, d'où viennent ces biais de l'intelligence artificielle ? Voilà, ça c'est la question officielle. Et puis je te le disais tout à l'heure, je vais commencer par me mettre dans la peau d'un enfant. Tu sais quoi, aujourd'hui, je vais le mettre un peu plus jeune. Peut-être pas aussi jeune que ton aîné, mais on va dire que je suis un petit Jérémy de 8 ans. Parce que j'ai l'impression, je suis pas papa, mais j'ai l'impression qu'à 8 ans, on est potentiellement déjà confronté à l'intelligence artificielle aujourd'hui, demain encore plus. Et donc, j'utiliserai peut-être pas le mot biais, mais je te poserai peut-être une question du genre est-ce que je dois toujours croire à ce que me dit l'intelligence artificielle ? Et si tu me réponds non, et pourquoi ? Tu vois, c'est peut-être un peu comme ça que je te demanderai, je pense. Okay. Donc là, je te réponds à un enfant de 8 ans. Donc déjà, c'est compliqué. Non, te mets pas une pression incroyable. J'ai pas vraiment 8 ans et a priori, on n'aura pas d'enfant de 8 ans à l'écoute du podcast. Mais c'est traditionnellement le moment sur lequel c'est sympa si tu nous fais un peu de pédagogie et que si tu nous expliques avec des mots très simples. Donc, bon, l'intelligence artificielle, on commence à savoir ce que c'est. Ça ne sert plus à grand-chose à définir, mais les biais, pourquoi, comment, tu vois. Non, mais déjà, c'est très intéressant, je pense, de se mettre dans la peau d'un enfant si jeune qui, lui, est déjà né avec les réseaux sociaux. Enfin, dès qu'il est né, les réseaux sociaux existaient, quoi, ce qui n'est pas notre cas à nous. Et donc, c'est une génération digitale, de toute façon, comparée à nous qui est dans la transition, je pense. Et donc, du coup, donc les biais de l'intelligence artificielle et tout, OK. Mais déjà, donc, on revient au concept de l'intelligence artificielle. Et donc, dans le but ultime est de recréer une cognition humaine. Non ? Recréer une cognition humaine, déjà. Qu'est-ce que la cognition humaine, déjà ? Et pour un enfant de 8 ans et pour des adultes, donc je suis prof en business school, par exemple, c'est déjà quelque chose de très, de très contradictoire parce que personne, en fait, enfin, beaucoup de gens ne se sont pas posé la question. Ouais, et quand tu dis recréer une cognition humaine, je t'avoue que ça reste un peu abstrait pour moi. Bah oui, parce que par exemple... Qu'est-ce que ça signifie ? Alors, cognition, donc, c'est par exemple donc, la façon dans laquelle on pense. Donc, par exemple, il y a 2 écoles, totalement 2 écoles, qui maintenant vont commencer à converger. Mais alors, une école, c'est donc, par exemple, les créateurs des LLM modèles, donc Large Language Model, non ? Donc, qui, eux, jusqu'à présent, ont pensé que l'intelligence et donc que la cognition humaine, c'est comme une black box, non ? C'est seulement dans notre cerveau, non ? Donc, on a dans notre cerveau, de par nos connexions cérébrales et tout. Et donc, comme il est le cas dans LLM modèle, non ? On utilise des données. Et de par ces données, on a des modèles statistiques qui prédisent quelque chose. Donc, dans un LLM modèle, là, de nos jours, ils sont excellents à prédire le prochain mot en fonction d'un contexte que tu as donné. Toi, tu lui as donné le contexte, je m'appelle Jérémy, d'ailleurs, il sait tout de toi, il sait où tu habites, il sait ton nom, il sait où tu travailles, il sait peut-être même bien plus de choses personnelles que je n'imagine. Ah ouais, puis alors le mien, il en sait vraiment énormément. Parce que là, maintenant, la dernière... publication de Harvard qui justement catégorisait pourquoi l'intelligence artificielle était utilisée. Le top numéro 1, c'est comme un psy, quoi, de lui dire des choses de tous les jours, personnelles, quoi. Et c'est pour ça qu'il faut une définition pour réguler. Déjà d'une. Mais donc, oui, si on reprend ça, donc il y a une école, on a dit, c'était vraiment le cerveau. Et on peut le reproduire dans un ordinateur, non ? Et donc, les modèles. Et une deuxième école, c'est, non, l'intelligence, elle est incarnée. On a un corps, OK ? Et déjà, les neurosciences, tout le monde dit, les neurosciences, c'est le cerveau. Non, les neurosciences, c'est le système nerveux. Donc, le système nerveux, il ne s'arrête pas à ton cerveau, d'une.
et ce que les chercheurs ou en classical cognition, donc en spécifique au cerveau, ont du mal à accepter. Parce qu'en fait, on a besoin d'expérience. On a besoin d'expérimenter que si je fais ça, ça fait un bruit, que si je fais ça, il y a l'eau. Tu vois, on a besoin de nos sens. Tu vois, nos sens, c'est un terme clé, quoi. Et donc, du coup, il y a tout le domaine maintenant de la robotique. Non ? Pourquoi il y a la robotique ? Donc, c'est comment faire tel mouvement, quelle sensation j'ai besoin pour donner un feedback sur le mouvement que je vais faire. Tu vois, c'est pas juste faire un mouvement, mais c'est faire un mouvement adapté à ton environnement. Et cet environnement-là, tu le sais seulement si tu l'expériences. D'accord. Et donc, du coup, là, pourquoi Jeff Bezos et tout, là, maintenant, ils sont à fond dans, par exemple, physical intelligence, non ? Parce que maintenant, les LLM modèles de nos jours, ils sont capables de te décrire une situation parfaitement, de prédire ce que je te disais, le prochain mot dans un contexte donné et tout, mais ils ne comprennent pas le pourquoi, justement. Tu vois, ils ne sont pas au niveau du pourquoi. Tu lui demandes de faire cette tâche, il le fait parfaitement. Très bien. Mais il ne sait pas pourquoi. C'est ce qu'il ne comprend pas. Tu vois? C'est pour l'instant un très bon exécutant, mais c'est encore assez loin d'être un être intelligent. Oui, pour comme moi, l'est c'est un pas être humain. intelligent et beaucoup de personnes le diront. C'est très bon en prédiction, très bon. Mais c'est après tout ce qui est au niveau justement du modèle informatique que tu utilises. Tu utilises un modèle informatique de prédiction, donc tout ce qui est lié aux probabilités statistiques et tout, ou tu utilises un modèle mécanistique, donc qui reproduit, par exemple, au niveau cellulaire ou au niveau whole brain, whatever, comment un cerveau humain fonctionne pour de vrai, tu vois. On n'est pas juste à prédire ce qui va se passer après. On me pose du sens. On est un animal symbolique, l'humain. Et donc, c'est tout ce qui est ce qui nous fait tant spécial. Non, on met du sens dans nos choses, on se pose la question du pourquoi. Et bien sûr, après, c'est plus et c'est contre, non? Parce que un médecin, par exemple, maintenant, il y a beaucoup d'études qui vont dire l'intelligence artificielle est meilleure qu'un médecin pour prédire un cancer du sein ou je ne sais pas, tu vois. En termes de statistiques, oui, parce que nous, on est peut-être aussi focalisés plus sur le sens. Et donc, du coup, après, on va s'orienter un peu plus de façon biaisée. Les humains sont biaisés. Oui, sur une micro-tâche dite précise d'une analyse d'image ou autre, on le sait aujourd'hui, la machine et ses logiques est plus efficace que l'homme. Mais sur une micro-tâche, et donc à ça, on enlève l'ensemble du contexte. Et alors, pardon, mais si... Ok, donc je reprends ce que tu disais, c'est hyper intéressant comme entrée en matière. Ça veut dire concrètement, aujourd'hui, on connaît la puissance de l'intelligence artificielle. On a souvent un peu tendance à oublier sa limite. En fait, sa limite, finalement, c'est tout ce que... Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce qu'on a hâte ou est-ce qu'on n'a pas hâte que l'intelligence artificielle aille comprendre le contexte, les sensations qu'on a nous? Ça dépendra des gens, ça dépendra des sujets, ça dépendra des conversations. Peut-être pas se prononcer là-dessus maintenant. Mais donc, ok, donc ça, c'est l'intelligence artificielle, on va dire, en comparaison à l'intelligence humaine. Oui. Si on revient un peu au sujet tel qu'on avait envie d'en parler, on a introduit la logique de biais. Les biais, ok. Donc, du coup, les biais. Déjà, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'un biais, peut-être? Alors, un biais, c'est quand tu as une idée, déjà prédéterminée, non, et que tu vas l'appliquer... préconçu, quoi. Oui, dans une action. Si je te dis, t'as un pull rose, c'est un pull de femme, je le porterai pas. C'est un biais... je sais pas si c'est macho ou pas, mais c'est un biais, un biais sociétal, rose égale couleur de femme, par exemple. Ça, c'est un biais. Tu as des connaissances qui vont orienter plus ou moins ta façon ta logique, ta façon de voir les choses, ta façon d'interpréter les choses. Déjà, donc, en fait, si on était vraiment... si on captait seulement les choses de façon sensorielle, tu n'allais pas dire ça. Mais toi, tu as déjà des connaissances. Tu as déjà des connaissances ancrées que la société t'a impliquées. Et donc, du coup, tu as toujours vu du rose beaucoup plus chez les femmes et tout. Voilà. Donc, du coup, tu as commencé à créer un modèle interne que dire, il y a plus de femmes avec un t-shirt rose et tout le monde dit, ce t-shirt rose, c'est pour les femmes. Hein. Donc, du coup, toi, tu ne vas pas analyser l'information dès le début, tu ne vas pas analyser tout le rose, tout mon pull et tout. Non, tu vas direct venir avec cette idée
Ouais, tu vas déjà venir avec ce niveau beaucoup plus haut au niveau cognitif. Okay, c'est déjà une information déjà traitée et tu n'as pas à refaire tout le stade de bas niveau, niveau sensoriel et tout. Non, tu viens direct avec cette idée mentale, cette image mentale déjà conçue Donc à ça, c'est un un haut biais. niveau. Oui, Un biais, en fait, c'est que moi, j'ai acquis une information et du coup, cette information, je considère qu'elle est, qu'elle est réelle. Ouais. Du coup, je peux avoir un biais positif ou négatif, mais un biais, ça veut dire ça égale ça. C'est-à-dire qu'en fait, mon cerveau a déjà fait le calcul dans sa tête. Oui, voilà. Donc, tu ne calcules plus depuis l'input initial, non? Mais tu as un biais, donc tu as déjà une connaissance qui va te faire voir la réalité d'une façon différente. Donc, tu vas la traiter d'une façon différente et c'est pour ça, des fois, on montre des images et on dit « Ah, qu'est-ce que vous voyez là ?» Eh bien, la moitié de la classe va voir une chose, l'autre moitié va voir une autre chose. En fonction de ton vécu, en fonction de plein de choses. Et après, si je te dis « Ah, ben en fait, dans cette image, il y avait un chien. » Et là, tu peux voir que le chien. Ouais, c'est le fameux truc qu'on voit sur Internet, là, ou des images... donc là, c'est justement, je dirais, la base du biais, non, tu ne traites plus l'information au niveau 0, mais au niveau X, quoi. Et ça, c'est un niveau plus élevé de la cognition. Mais, Ok, donc si on revient sur une application un peu plus terre-à-terre, on va dire, j'adore ce principe de passer, non, mais de passer justement d'un haut niveau, vraiment de se poser la question à comment est foutu le cerveau humain VS au quotidien. Ok, moi je te le disais, par exemple... je prends toujours celle-là, il faudrait que j'en ai une nouvelle parce qu'elle est un peu vieille, mais je te le racontais, j'ai eu une expérience où je me suis dit, waouh, il y a un biais énorme sur l'IA, c'est que c'était avant même Nano Banana, donc ça a plusieurs mois maintenant, mais j'essayais de générer des stickers de super-héros. Ouais. Et je voulais tenter de les rendre normaux. En fait, je voulais que ce soit des êtres humains normaux habillés en super-héros, donc avec des physiques normaux. Des petits, des gros, des maigres, des femmes, des hommes, et pas que des gens baraqués. Et je te le disais la dernière fois, et impossible. L'IA ne me sortait que femmes comme hommes, des super-héros très sexualisés. Donc des hommes avec les tablettes de chocolat ultra musclés et des nanas dans des costumes ultra moulants, très sexualisés. Presque indécents, alors que c'était censé être du comics, etc., etc. Et j'arrivais pas. Je n'arrivais pas, je lui disais non, mais fais-moi un physique normal, un peu gros, un peu maigre, un peu petit, plus mat de peau, etc. Et j'y arrivais pas. Et je me suis dit, waouh, c'est ouf le biais, mon IA est machiste, etc., etc. Et puis un peu plus tard, je suis resté là dans un truc, et puis quelques jours plus tard, quelqu'un qui m'a fait prendre conscience que c'était finalement pas l'IA qui était machiste, mais c'était le biais sociétal. Super-héros égal corps musclé, sexy, ce qu'on veut dire ou autre. Et donc moi, c'est le moment où j'ai compris, où j'ai vraiment pris conscience du biais sociétal qui est en fait reproduit, voire peut-être même parfois amplifié par l'IA. Est-ce que tu as la même grille de lecture que moi? Est-ce que tu sais l'expliquer, ça? Déjà, les modèles ChatGPT et tout, ça évolue tellement rapidement que peut-être que dans quelques années, tu n'auras plus ce cas-là, non? Mais oui, de nos jours, comme ces modèles utilisent les données Internet pour te donner une réponse, qui met ces données sur le net, quoi. D'où viennent ces données sur le net? Déjà d'une population bien plus occidentale ou orientale. Mais je veux dire, par exemple, beaucoup de pays d'Afrique n'ont pas accès à Internet et n'ont pas accès à faire des publications ou quoi que ce soit. Et donc, du coup, ces données-là sont bien plus minoritaires. Donc, quand on demande un super-héros, il va forcément relier ça à ce qui a été publié par des hommes blancs en général, occidentaux. Voilà. Et parce que c'est ce qu'il y a sur Internet. Et donc, du coup, ces données-là qui sont sur Internet, comme elles ont une plus grande quantité, oui, voilà, qu'une version minoritaire, quoi. Du coup, c'est ce qui l'analyse le plus et c'est ce qui est pour lui la réalité. C'est comme aujourd'hui, si aujourd'hui, moi j'étais, on va dire,
un modèle et je pensais que Instagram était la réalité, bah, je penserais que tout le monde est avec son petit... Et toujours en vacances. Ouais, voilà. Tout le monde est beau, tout le monde est genre comme ça. Et tout le monde boit du matcha avec des cœurs dedans. Voilà, c'est ça. Ok, Petit avocado et tout, tu vois. Je veux bien qu'on revienne à ce que tu disais avant. C'est plus qu'intéressant. Je trouve que c'est important et il faut bien le comprendre. En fait, un LLM, un Large Language Model, fonctionne avec... pour simplifier, on va dire la totalité de la donnée disponible sur Internet, grosso merdo. C'est pas exactement ça, mais grosso merdo. Et en fait, ce que tu dis, toi, c'est que si on considère, prenons sans wokisme ou quoi que ce soit, mais disons que les États-Unis ont naturellement produit, et sont probablement le pays qui ont produit le plus de contenu Internet, puisque les géants de la tech sont là-bas, que le web Google et tout, oui. Voilà, puisque les tech, le web est presque une invention américaine, etc. etc. Donc, de manière logique et sans aucun préjugé, les États-Unis et plus largement l'Occident, les États-Unis, l'Europe, etc., ont produit plus de contenu. Du coup, ça veut dire que la pensée occidentale, et notamment une certaine pensée US, est prédominante sur la data disponible sur Internet. Et c'est ce qui fait... donc parfois, on pourrait se dire « Ah, bah, ça se trouve, comme ChatGPT est américain, il va me donner une vision plus américaine. » Non, ChatGPT ne fait pas tellement exprès. Ah, si. Non, il ne fait pas exprès. Oui, non, il fait pas mais exprès. Comme la data qu'il utilise est plus occidentale, il va nous livrer une pensée plus occidentale. Oui. Et puis, de toute façon, ça, on peut le voir clairement. Quand tu poses une question à ChatGPT, par exemple, en fonction du langage que tu utilises, il ne va pas te sortir les mêmes données, déjà. En fonction de la langue, tu veux dire, si je parle en français... Si tu parles en français, il va pas te donner... Donc, par exemple, il y avait, je ne sais plus exactement le nom de l'article, mais il y avait un article qui regardait justement en fonction de la langue, et il y avait un pays en conflit, en guerre. En fonction de quel côté de la guerre tu te situais, donc dans quel langage tu demandais le nombre de morts, bah, il ne te disait pas le même nombre de morts. Parce que justement... Finalement, assez logique. Enfin, ici, il ne s'agit pas de dire si c'est bien ou mal ou Non, c'est... Oui. Mais ouais, ça fait sens. Oui, parce que de toute façon, nous, on est biaisés en soi. Donc de la même manière que si je grandis... finalement, ça reproduit assez bien le comportement humain normal. Si je grandis... dans le nord de la France, je ne vais pas avoir le même accent que si je grandis à Marseille. Et du coup, naturellement... Ta vision est différente. Ma vision est différente. Voilà, oui. Mais le problème, c'est qu'il y a une plus grande majorité de données d'un certain type de civilisation, d'un certain type d'humain, on va dire. Et donc, du coup, ça donne l'impression que c'est la norme. Alors que non, c'est pas la norme. C'est juste eux, OK, ils ont l'argent pour faire ça. Ils ont investi beaucoup dans la tech, dans l'IA et tout. Et donc, du coup, ils peuvent se permettre d'avoir ce matériel-là. Mais au final, c'est pas la norme. C'est pas la norme. Et c'est ça tout le débat, en fait. C'est la norme de certains, mais c'est pas une norme globale, quoi. Voilà, c'est pas la norme de la planète Terre. Et est-ce que tu crois, une question qui me vient... OK, on va se dire que l'Asie et la Chine en tête a largement comblé son retard sur l'ensemble de la tech. Et donc, je suppose qu'en termes de quantité, la Chine, enfin l'Asie, on va dire, et notamment avec la prédominance de la Chine, mais on peut parler du Japon, de la Corée, de la Thaïlande, etc., produisent maintenant des quantités probablement au moins égales à ce que produit l'Occident comme nous on le connaît. En gros, on va dire US, Europe et Australie peut-être. Est-ce que ça voudrait dire que si ça continue à suivre ce même chemin, que le paradigme de l'intelligence artificielle n'est pas modifié, dans quelques temps, le système de pensée asiatique va venir équilibrer le système de pensée orientale et que peut-être j'aurai une info qui va être plus... Enfin, je ne sais pas si tu vois où je veux en venir. Oui. Oui, mais dans tous les cas, les gens... Comme ChatGPT, maintenant, c'est la référence. Faudrait que vraiment ils sortent quelque chose que les gens américains ou que les gens européens s'identifient dans ce modèle et vont utiliser un modèle asiatique pour combler. Et dans tous les cas, le modèle asiatique va être basé sur le type d'Internet d'Asie, qui n'est pas le même. Ils n'utilisent pas Google, c'est pas la même façon Google que les Américains, quoi. C'est leur propre petite Internet, quoi. Et
Et donc, comment dire, mais les personnes qui sont d'Afrique sans Internet sont même pas visibles, tu vois. Il y a une tonne de personnes qui sont même pas visibles dans ces modèles. Et donc, notamment, donc pourquoi She.ai, par exemple, la valeur de She.ai, non, c'est qu'en fait, il y a beaucoup plus de visibilité de données masculines que de données féminines. Et ça vient tout simplement parce que les femmes n'ont pas été formées assez à cet outil-là. Et donc, elles ont eu du mal à se digitaliser, non ? Et donc, d'utiliser les outils de la tech, mais aussi de pouvoir mettre leurs données, au final, sur Internet. Et donc, du coup, pour boucler cette loupe de inclusion, diversité, quoi que ce soit, je pense que c'est primordial, justement, d'essayer d'inclure tout type de personnes, mais dans n'importe quel type de modèle. Pas que le type de modèle d'Asie, pas que le type de modèle des États-Unis et tout. Mais c'est ce que, par exemple, je crois que la Suisse est en train de créer, qui est un système plus neutral. Et donc, du coup, d'essayer de mettre, en fait, chaque donnée à part égale. Okay, et donc, ça aussi, dans un sens, c'est aussi biaisé parce que on n'est pas... les proportions de gens qui vivent en Afrique, les proportions de gens qui vivent aux États-Unis, ou en Europe et tout... pas même accès à la technologie. Oui, voilà. Donc, mais oui, dans l'idée, c'est de inclure les gens qui n'ont pas accès à cette tech pour mieux les représenter. Ce que tu me disais sur pardon, je suis désolé, je t'ai coupé. Sur la différence finalement entre le masculin et le féminin. Tu te rappelles quand on en discutait la dernière fois, je le dis sans honte au micro, moi j'étais un peu surpris. Quand tu m'as dit les femmes et les hommes n'ont pas le même accès. En fait, je me suis rendu compte en 2 secondes que mon microcosme n'est pas la norme. Et en fait, j'évolue à Barcelone dans un environnement d'entrepreneurs autour de l'impact où il y a à peu près autant de femmes que d'hommes. Et voilà. Et je me suis dit, non, c'est pas vrai. Moi, je vois plein de femmes entrepreneurs. Et en fait, dès que j'ouvre un peu les yeux, dès que je sors de mon microcosme, en fait, c'est pas le cas. Et donc, toi, tu m'expliquais ce que je trouvais très intéressant, parce que, encore une fois, je vais être très honnête, j'espère que ce sera pas mal interprété, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi on considérait qu'il y avait un biais masculin, finalement, dans les LLM et sur Internet. Et j'avais déjà un peu compris, toi tu me l'as expliqué la dernière fois, en fait, dans nos sociétés masculines, jusqu'à encore aujourd'hui, et c'était encore plus le cas avant, la tech était plutôt un métier d'homme. Et du coup, on trouvait... Encore aujourd'hui, j'imagine qu'on trouve plus de... Seulement 20% sont des femmes. Même si ça commence un tout petit peu à se rééquilibrer. Et donc, ça veut dire que les publications scientifiques, les équipes de la tech, etc., ont naturellement plutôt un regard d'homme. Et donc, ce regard féminin est sous-représenté. Oui. Bien que des fois, elle représente la majorité du labor force. Donc, par exemple, dans le domaine de la santé, non, la majorité sont des femmes. Mais dans les positions supérieures, c'est des hommes. Non. Et donc, quand tu fais une recherche, ta recherche est orientée par rapport à la personne qui dirige le labo. Hein. Donc, bien... Qui publie. Oui. Et donc, bien qu'il y ait plus de femmes dans ce type de métier-là, elles sont moins représentées. Parce que là, déjà d'une aussi, on finance moins des femtech, par exemple, okay, donc des entreprises de femmes, alors qu'elles sont plus productives en général. Mais oui, il y a ce biais-là que les femmes difficilement arrivent au même niveau que les hommes. Et après, il y a tout ce qui est au niveau biologique. Non, bien sûr, si c'est elles qui portent l'enfant et qui se mettent en congé maternité, OK, il y a une différence après sociétale qui fait qu'elles arrivent moins à un niveau supérieur, non, donc, moins facilement, on va dire. Et donc, il y a beaucoup plus de barrières qui rentrent en compte, quoi. Et donc, oui, je ne sais plus si j'ai répondu à ta question. Non, mais enfin, on navigue sur le même sujet qui est hyper intéressant. Et
Je cherchais à comprendre. Donc, on a parlé de ce... Ok, si on essaye de recentrer un peu, et Enrique, on s'est dit, ok, le biais, notamment, on a parlé de biais d'intelligence artificielle. Donc, si on récapitule, le biais, finalement, en faisant de la caricature, c'est l'idée reçue. C'est en gros... si on considérait que la société est... Si j'ai l'impression à un moment que mon LLM va me donner une information raciste, machiste, réductrice ou autre, je ne vais pas avoir à proprement parler d'intention du LLM, sauf peut-être dans la conception de son algorithme, mais de l'intention du LLM de me reproduire cette idée. Simplement, la donnée qu'il va utiliser va reproduire ça. Et en fait, aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est que sur la totalité d'informations disponibles sur Internet, j'ai une vision qui est plutôt occidentale, puisque l'Occident a produit plus d'informations sur Internet que les continents sud-américains, africains, jusqu'ici asiatiques, même si on imagine que ça va peut-être se compenser un peu. Océaniens, évidemment. Ils sont plus contrôlés, quoi. Voilà. Ouais. Après, on peut considérer, puisque c'est la mission de Chia AI, ta société, donc la société sur laquelle tu es Chief Scientific Officer, c'est ça? La part de l'homme et de la femme, on considère, on s'est dit aujourd'hui que mécaniquement, dans nos sociétés, l'homme a plus accès à des positions de responsabilité, à des publications, à des positions de direction, et donc va plus naturellement retransmettre sa pensée là aussi dans la donnée qui est disponible sur Internet, si j'ai bien compris, c'est ça? Tu me coupes si je dis des bêtises, j'essaie de... Oui. Donc, attends, pour revenir à ça, je dirais l'intelligence artificielle de nos jours, c'est vraiment le futur de demain, parce qu'on a besoin de cette intelligence artificielle de nos jours, au niveau productivité, donc c'est quelque chose qu'on a besoin. Au jour d'aujourd'hui, nous, on vit après les baby boomers, non? Donc, la productivité du pays ne va plus satisfaire le nombre de personnes qui sont productifs dans la société, non? Donc, on a besoin de cette intelligence artificielle, non? Pour sustainable, la société. Non, on a besoin de cette intelligence artificielle. Sauf qu'on ne s'est pas posé la question, en fait, on se pose la question maintenant au niveau beaucoup plus... comment utiliser l'intelligence artificielle et tout, mais on ne s'est pas posé la question de la base. Quelles données ils utilisent, quoi. Tu vois? Et donc maintenant... l'intelligence artificielle, c'est le futur pour remplacer un certain type de labor force. Non, je ne sais plus comment on dit labor force en français. Force de travail, ouais. Pour remplacer un certain type de force de travail, non, qui jusqu'à de nos jours, non, l'automatisation et tout était plutôt une automation physique. Non, on utilisait des machines pour faire ça et tout. Et maintenant, l'intelligence artificielle, le gros shift, on va dire, c'est une automation cognitive. Non, on essaye d'automatiser des tâches et on essaye d'automatiser un certain type de travail. Non, de service, de manière générale. Ouais, voilà, de service, ouais. Et donc, voilà, donc toute la question de comment automatiser ce travail-là. Et ben, il faut se poser la question de quelle vision a cette automatisation, non? Donc, si par exemple, moi, j'ai très peur, par exemple, pour le domaine de la santé, parce que, donc là, on est à un niveau, par exemple, maintenant, tu as une smartwatch, tu as ton Google, il y a tout qui maintenant qui peut te traquer les données, non? De voir tes données en temps réel et tout. Mais la majorité des gens qui vont l'utiliser, ça reste des hommes, en fait, qui vont utiliser, comme ils sont plus familiers avec la tech, ils vont plus porter ils vont plus être aptes à porter smartwatch ou quoi que ce soit qu'une femme, parce que juste il est plus conscient déjà d'une. Ok, tu dis que donc l'homme étant plus technophile, quelle qu'en soit la raison, est-ce qu'elle est sociétale, est-ce qu'elle est naturelle, finalement on s'en fout. Oui. L'homme est plus technophile, donc ça va créer un nouveau biais potentiellement médical, puisque la data récoltée par la totalité
des smart, des outils intelligents type une Apple Watch, ça, va être plus masculine. Et l'Apple Watch va pas faire la différence. Quand elle va donner ma donnée, elle va savoir si je suis un homme ou une femme. Oui, si elle sait si tu es un homme ou une femme. Mais ça, c'est une des choses. Mais parce que, par exemple, quand à la base, quand on crée un médicament, non, ou quand on crée un outil médical, on fait des tests sur des personnes, non, mais seulement 40% de ces personnes-là sont des femmes. Donc déjà, il y a 60% de tes patients que tu as testés sont des hommes. Pourquoi ? Parce que les femmes, elles ont une fluctuation hormonale, elles sont enceintes. Il y a la première publication de l'analyse d'un cerveau d'une femme enceinte et après être enceinte date de 2025. Donc 2024 peut-être. Et donc, voilà, ça veut tout dire, quoi. Donc déjà, à la base, au niveau de la santé, on a très peu inclus les femmes à la base. Et en plus de ça, ces femmes sont moins formées dans la tech. On avait dit, de nos jours, ça représente seulement 20%. Donc, si tu es moins formé, forcément, tu vas moins utiliser cet outil qui te permet de t'inclure, tu vois. Donc, d'une, on ne t'inclut pas à la base parce que voilà. Et après, tu as le biais de la tech qui est plus difficile pour toi de rentrer dedans. Et donc l'idée, c'est d'aider ces femmes, par exemple, à être familières avec l'outil, ne pas avoir peur, parce que forcément, maintenant, tout le monde parle de ça, mais toi, tu sais rien. Comment on peut inclure une personne qui a reçu toutes ces barrières durant l'enfance et que là, elle a peur d'être totalement mise de côté, tu vois. Et donc, comment justement revaloriser ces personnes-là ? Parce qu'au final, par exemple, au niveau de la santé encore, les femmes, elles vivent plus longtemps, oui, elles vivent plus longtemps, mais elles vivent 25% de leur espérance de vie dans un état de santé pauvre. Donc, c'est-à-dire, elles ne sont pas en bonne santé, quoi, tu vois. Donc, par exemple, dépression, migraine, problèmes immunitaires, quoi que ce soit, OK. Et donc, du coup, ça leur fait quitter leur travail plus tôt qu'un homme, pour ces raisons-là, non ? Mais alors, comment... mais si on incluait les femmes dès le début, dès les données, dès la tech et tout, et on permettrait à ces femmes de rester, par exemple, plus longtemps dans le workforce, je ne sais plus comment dire. La force de travail. La force de travail, ouais. Dans la force de travail. Et donc, d'imaginer des solutions pour ces personnes-là, OK ? Et j'avais lu un article, ça pourrait générer $1 trillion dollars, tu vois, de plus, parce que c'est quelque chose qui n'est pas de nos jours, qui n'est pas solutionné de nos jours, tu vois. Mieux. On en reparlera juste après. Il y a un dernier point que je vais aborder, puis après, il faut qu'on avance. Mais je comprends mieux la mission à votre échelle de chez AI, du coup, vu comme ça. OK, très clair. Peut-être avant qu'on parle justement, avant qu'on reparle de tout ça, parce que je vois que le temps file, pour finir sur une touche potentiellement plus positive pour moi, mais je te l'ai dit, moi, je suis un grand optimiste. On verra si tu l'es toi aussi ou pas. Mais OK, on sait que le biais, c'est la critique la plus courante, notamment de la communauté scientifique dont tu fais partie, vis-à-vis de l'intelligence artificielle. On sait, même quand on est optimiste comme moi, que c'est un des dangers de l'intelligence artificielle, puisque si la société qui va maintenant vivre, on parlait de l'enfant de 8 ans, il y a fort à parier que, c'est même pas il y a fort à parier, aujourd'hui c'est une quasi-certitude, l'enfant de 8 ans va grandir avec l'intelligence artificielle. Oui. Voilà. Donc, sûrement pas parce que c'est des grands esthètes, mais en tout cas, les éditeurs d'intelligence artificielle en ont conscience, reçoivent la critique et travaillent beaucoup sur ces biais-là. Ils essayent, on se l'est dit, ils essayent au maximum de les gommer, de les effacer. Donc, il y a un vrai travail par les géants de la tech sur ce point-là. Est-ce que on va dire, avec ton regard scientifique, est-ce que tu considères que ça va dans le bon sens ? Est-ce que tu considères qu'aujourd'hui, les biais réussissent à être gommés ? Est-ce qu'on a des garde-fous vis-à-vis de ces biais ? Ou est-ce que, entre guillemets, pour toi, c'est foutu ? Non, déjà, d'une, oui, comme tu dis, cette génération-là va vivre avec l'intelligence artificielle. Donc
Donc, c'est pas question, de mon point de vue, de dire il faut pas utiliser l'intelligence artificielle. Mais faut leur apprendre à bien l'utiliser. Et donc, pour bien l'utiliser, donc voilà, c'est important, une définition claire, comme on a dit, qui est pour l'instant le hot topic, là. Mais aussi de leur faire comprendre de quoi il est capable et quelles sont ses limites, non, pour savoir comment l'utiliser. Donc, par exemple, il y avait une étude là, de MIT qui avait montré que utiliser l'intelligence artificielle, c'est bien, mais ça dépend dans quel ordre tu utilises. Donc, si par exemple, toi, tu utilises ChatGPT, tu dois créer un projet et ta première chose que tu fais, c'est en premier utiliser ChatGPT pour te donner une idée, ça appauvrit, par exemple, tes connexions neuronales et tout. Alors que si, par exemple, toi, tu génères ton idée à la base, tu écris avec ta main, déjà, parce que c'est aussi ce qu'on disait, hein, le sensorial feedback, motor et tout, tu écris avec ta main et tout, et qu'après, avec ton idée, avec ta façon de voir les choses et tout, tu demandes à l'intelligence artificielle de t'aider, d'approfondir, de te donner une autre vision, je sais pas, de ce que tu veux, ça, c'est OK. Ça c'est OK. Tu vas maintenir, ton esprit cérébral comme il est maintenant. OK? Voire peut-être même améliorer ta productivité ou quoi que ce soit. Quoi. Donc voilà, d'une ça. Et après, aujourd'hui, est-ce que les biais vont être effacés ou pas? Est-ce que tu fais confiance sur les éditeurs d'LLM, ceux qu'on connaît le plus aujourd'hui, pour travailler efficacement je pense que c'est primordial d'avoir un LLM modèle européen. Parce qu'en Europe, on est super bon à mettre des règles. Des règles à dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ok. Alors que aux États-Unis, en Chine, ça c'est bien plus s'il y a bien un truc qu'on sait faire, nous c'est régulé. Voilà, nous c'est régulé. Bon, ça prend plus de temps, c'est plus chiant et tout ça. Ok, mais au moins on régule. Et donc c'est pour ça que c'est clé d'avoir pour moi un modèle européen qui réussisse à rentrer en compétition avec les autres, quoi. Ok, maintenant Mistral AI, par exemple, il gagne du terrain et tout, mais c'est toujours pas l'outil utilisé majoritairement à Barcelone, par exemple, clairement. On peut se le confier, je sais pas, mais tu utilises le chat ou tu utilises Mistral ou tu en utilises un autre à titre personnel? Oui, j'ai utilisé le chat durant le AI Act, AI Summit, mais juste pour essayer tout. J'ai pas été convaincue. Non, mais on est d'accord. On est d'accord que pour en même temps, quand tu es en compétition avec des gens qui ont créé Internet, je veux dire Google, Gemini et tout, c'est très difficile de rentrer en compétition. Voilà, parce que... de toute façon, on va pas parler de ça maintenant, on n'a plus le temps là. Mais il y a de toute façon une certaine position. Moi, j'ai plutôt tendance à la partager, de dire qu'en fait, les modèles européens, Mistral, etc., ont peut-être intérêt à pas aller sur le LLM grand public, où de toute façon, ils n'arriveront pas à compete, mais plutôt aller sur la profondeur de la data, notamment avec nos industries et autres. Et c'est la direction que ça a l'air de prendre. Donc, ça se verra sûrement moins pour nous, grand public. Ouais, par contre, il y a peut-être une direction qui est là intéressante sur la souveraineté économique, industrielle, peut-être même militaire en Europe. On verra. On est plus surprise. Ok, trop bien. Bon, comme souvent, je sens que cette conversation pourrait durer la journée entière. Donc, trop bien. Écoute, merci pour ton éclairage, tes visions. Moi, ça m'a permis d'affûter. Je pense que c'était trop complexe comme les vols. J'ai pas réussi à prendre mes 3 Jérémy, mais ça m'a permis d'affûter un peu ma vision. J'espère que les gens qui nous écoutent en auront fait de même. Avant qu'on close ce podcast, je voudrais revenir un petit peu sur ton parcours. On a 5-10 minutes devant nous, et puis ensuite j'aurai une dernière question sur l'impact que tu t'efforces d'avoir. Et je pense que vu votre mission avec chez AI, on commence à avoir une idée. Mais ton parcours d'abord, donc tu l'as brièvement abordé. Tu nous as parlé de neurosciences, tu nous as parlé de recherche, tu nous as parlé de domaine public, tu nous as parlé d'enseignement, tu nous as parlé d'entrepreneuriat.
Laura, quel a été le chemin, finalement, entre la petite Laura, peut-être enfant, je ne sais pas à quel âge tu veux démarrer, et la personne que tu es devenue aujourd'hui qu'est-ce qui t'a guidé, qu'est-ce qui t'a emmené vers tout ça? Du coup, là, on va devenir un peu plus personnel, c'est vrai. C'est plus facile de parler de choses moins personnelles, je dirais. Alors, tu n'es pas obligé de dévoiler, pas du tout obligé de dévoiler ta vie perso, non, je veux dire, ce qui t'a guidé, quoi. Je pense que c'est important, en fait, de comprendre, c'est vrai, tu as raison, qui on est derrière pour voir le chemin, non? Et au final, pour moi, là, ma mission que je suis, c'est justement de lutter contre cette anti-diversité, non? Cette anti-inclusion, non? Parce que moi, petite, j'ai eu des problèmes de cœur, de santé graves. Et c'est vrai que je me suis toujours, du coup, trouvée différente, non, des autres. Et donc, pour moi, ça a toujours été ma mission de comprendre qui on est, non? C'est vrai, de comprendre notre vision des choses, notre expérience des choses, non? Et donc, dans sa diversité et pas dans la norme de Monsieur X qui, pour lui, c'est tout facile, quoi. Et donc, du coup, c'est dans cette complication des choses que, oui, ça m'a amené à comprendre l'être humain dans son système nerveux en général, quoi. Et bien sûr, de s'adapter au monde actuel et donc qui aujourd'hui est digital, quoi, non? Donc, du coup, oui, l'intelligence artificielle fait tout son sens de ce côté-là. Mais voilà, moi, dans le domaine de la recherche, je voulais vraiment approfondir le sujet, donc vraiment comprendre les choses, vraiment au niveau mécanistique et tout. Mais bien sûr, j'ai vu les limites de publication. Il faut publier pour publier. Et après, quoi, un autre article. OK, un autre article. Et en final, ça arrive jamais, enfin, pas jamais, mais ça arrive difficilement aux mains des patients ou aux mains de la société en général. Et donc, d'où mon shift récent, on va dire, plus entrepreneur, mais que je garde, on va dire, ma vision de il faut comprendre. Tu vois, c'est pas juste, on disait, c'est pas juste une prédiction et tout, mais comment comprendre pour mieux aider et mieux inclure, quoi. Ouais. Donc, tu t'as utilisé... J'aime beaucoup cette image, enfin, j'aime beaucoup cette conclusion. Enfin, cette image, tu as utilisé ton histoire personnelle pour fabriquer ton biais positif, en fait. C'est-à-dire que tu t'es dit, OK, moi, je veux regarder la société d'une certaine manière et comment je peux impacter. Tu as commencé par faire de la recherche. Tu t'es dit, OK, c'est intéressant, c'est riche, mais l'impact n'est pas très fort parce qu'il y a peu d'applications concrètes, en tout cas très loin. Ouais, et c'est là où tu as appliqué un switch. OK, génial. Et ben écoute, transition parfaite vers cette dernière question que j'aime bien poser. Je pense qu'on a une bonne partie de la réponse déjà, mais peut-être qu'il y en aura d'autres. Comment est-ce que tu t'efforces d'avoir un impact sur l'écosystème qui t'entoure? Je dis l'écosystème volontairement et pas la société. Je trouve que l'impact est différent de la part de tout le monde. En essayant de ne pas trop galvauder ce terme qui devient à la mode en ce moment. Moi, je te livre ma définition personnelle, comme je le fais souvent. Pour moi, l'impact, c'est comment est-ce que je m'efforce d'avoir un impact positif sur l'écosystème qui m'entoure, que ce soit d'un point de vue social, sociétal, environnemental ou autre. J'imagine que c'est quelque chose qui te drive un peu. En tout cas, à tes côtés, on en a l'impression. Comment ça te drive? Comment ça me drive cet impact? C'est ça? Quel impact tu essayes, tu t'efforces d'avoir sur ton écosystème? Oui, donc c'est ça. Pour moi, c'est la diversité en soi, de prendre en compte que... d'être plus humble, quoi. De montrer aux gens d'être un peu plus humble et que tu penses tout savoir, ou il y a des gens qui pensent tout savoir. Il y a toujours... Ce qui me fait toujours rire, c'est toujours tu as la figure du père où les enfants, ils croient toujours que ce qu'il dit le père, c'est tout vrai, quoi. Tu vois, et donc, ils sont totalement omnibulés parce qu'il a cette assurance. Mais quelqu'un qui parle plus doucement, quelqu'un qui voit les choses comme les yeux d'un enfant, par exemple, il a tout autant à être respecté, il a tout autant sa place dans la société. Non, par exemple, on ne parle pas souvent, mais par exemple,
aussi les enfants sont difficilement inclus dans la société, quoi. En vrai, à Barcelone plus, mais par exemple en France, beaucoup d'endroits n'incluent pas, n'incluent pas beaucoup de personnes, quoi, tu vois. Et donc oui, c'est comment repenser, parce que là on parle au niveau AI et tout, mais moi j'aimerais bien aussi repenser au niveau de la ville, en fait, tu vois, par exemple des espaces publics ou quoi que ce soit. Comment inclure une personne en handicap, une personne autiste, enfin une personne qui a juste une autre façon de se déplacer, une autre façon de voir les choses et tout. Et je trouve ça super intéressant et tellement riche. Et je comprends pas pourquoi on va pas par là, parce que c'est tellement... c'est ce qui m'intéresse. La diversité, les sources de richesse, c'est clair. Ok. Waouh, ça donne à réfléchir. Je trouve que t'as ouvert plein de portes. Je sais pas si on a répondu à beaucoup de questions. En tout cas, on en a posé pas mal, je trouve. C'était hyper intéressant. Merci, merci à toi, beaucoup pour cet échange. J'espère que ça plaira aux gens qui nous ont, écoutés. Et puis, nous, on se reparle très vite. Okay, merci beaucoup, Jérémy. Salut. Merci à toute l'équipe. Ciao.